et la protection des témoins dans le respect des obligations mises à la charge de la République centrafricaine par le droit humanitaire international, parce que ça, c'est d'abord la responsabilité d'un État. Nous venons en appoint. Donc, il y a des obligations qui pèsent sur la République centrafricaine dans le respect du droit humanitaire international et dans le respect du droit international des droits de l'homme. J'ai tenu à vous lire ça pour que vous compreniez l'importance que nous accordons au respect de l'indépendance de cette juridiction, la Cour pénale internationale, la Cour pénale spéciale, qui relève de l'ordre juridique interne. Ça, c'est important. Qui est une demande également du peuple centrafricain. Demande de justice. Et qui a des statuts adoptés par loi et qui est fortement soutenu par la communauté internationale, à travers d'abord l'envoi de juges. Vous avez des juges internationaux au niveau de la CPS. Ce ne sont pas tous des Centrafricains. Le président de la CPS est un juge centrafricain. Le procureur adjoint, il est juge centrafricain. Mais vous avez des juges venant de la France, de la Belgique, de la Suisse, Madagascar et d'autres pays. Et qui n'aurait pas existé sans cet appui essentiel de la MINUSCA, mais aussi d'autres partenaires internationaux, comme je l'ai dit. La MINUSCA a apporté en termes de financement à la Cour pénale spéciale, depuis sa création, plus de 18 millions de dollars. Je dis bien plus de 18 millions de dollars. Il faut bien noter ça. Vous multipliez par combien pour avoir le montant en francs CFA. Et rien que pour l'exercice 2021-2022, nous allons mettre 4,2 millions de dollars à la Cour pénale spéciale. 4,2 millions de dollars. Donc on ne peut pas mettre autant d'argent dans cette course et ne pas nous soucier de son bon fonctionnement. Parce que l'argent que nous mettons, c'est l'argent des 193 États membres des Nations Unies, dont la Centrafrique. Et donc le respect de son indépendance est essentiel pour sa crédibilité en tant que cour. Je sais que quelqu'un a prévu de me poser une question sur l'affaire Hassan Bouba. Ou bien il n'y a pas de question sur ça? Alors, en parlant de respect de l'indépendance de la Cour, c'est d'abord la Cour est libre. Elle est indépendante. Elle a des dossiers. Et si vous avez suivi tout ce que j'ai dit, ça veut dire que nous avons travaillé à appuyer la Cour dans la construction de dossiers, dans ceci, dans cela. Reprenez un peu ce paragraphe, qui est très important. Nous n'avons pas été informés de l'arrestation d'Hassan Bouba par la Cour. On a appris cela comme tout le monde. La Cour ne nous a pas prévenus. Nous avons été informés aussi, comme vous et tout le monde, de son retour chez lui à PK5. Au moment où il devait aller répondre devant le juge, au moment où son avocat lui-même l'attendait. Au lieu d'aller à la cour, il est allé chez lui. Nous avons demandé des clarifications sur ce qui s'est passé. Pourquoi, au lieu de répondre, il n'est pas
nous avons interpellé le gouvernement. Parce que nous voulons savoir. Ce n'est pas nous seuls qui voulons savoir, c'est vous aussi. Vous voulez savoir ce qui s'est passé. Les populations veulent savoir, tous les partenaires veulent savoir. Nous avions pensé que le gouvernement devait communiquer, dire aux populations, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai, Hassan Bouba est un ministre de la République centrafricaine. Le gouvernement a communiqué par la suite. Le dimanche 5, le gouvernement a rendu un communiqué. Les événements sont passés le 26 novembre, n'est-ce pas? Le 5 décembre, le gouvernement a rendu public un communiqué pour expliquer ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas revenir sur le communiqué du gouvernement que vous avez lu. Mais nous avons pensé qu'il était important de rassurer la Cour, qu'il était important pour le gouvernement de réaffirmer son attachement à la Cour, le respect de son indépendance. Et nous nous félicitons que dans le communiqué du gouvernement, que le ministre de la Justice ait dit clairement que l'affaire Hassan Bouba n'est pas éteinte et que la Cour peut continuer à faire son travail et que tous les officiers et autres sont appelés à collaborer avec la Cour. Nous apprécions cette réaffirmation. Nous avions pensé aussi qu'il fallait une rencontre entre le gouvernement au plus haut niveau et les membres de la Cour. Ce qui a été fait, et je m'en félicite, le président de la République a rencontré les juges de la Cour le samedi, le lundi, avant-hier, pour échanger avec eux, pour les rassurer de l'engagement de la République centrafricaine à respecter l'indépendance de la Cour. Parce que le président a beaucoup fait aussi pour que la Cour soit là. En refusant, depuis les négociations de l'accord de paix de Khartoum, toute amnistie aux criminels. Toute amnistie. Si vous relisez l'accord de paix, il n'y a pas d'amnistie. Tous ceux qui ont commis des crimes devraient répondre devant la justice, sans exception. Sans exception. Et quel que soit leur statut, quel que soit leur statut du moment, tous doivent répondre devant la justice parce qu'ils ont commis des crimes. Il faut penser aux victimes de ces crimes, à leur famille. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui orphelins de père et de mère parce qu'il y a un criminel qui a massacré le père et la mère. Il y a des gens qui sont amputés, d'autres qui sont traumatisés à vie. Mais on ne peut pas passer par perte et profit tout ça. Les responsables doivent être identifiés, recherchés, arrêtés, traduits devant la justice. Il faut qu'ils payent ces crimes, quel que soit le statut que vous avez. Bon. Et c'est important, c'était important que le président ait reçu les membres de la Cour et discuté avec eux et qu'ils se soient entendus sur la marche à suivre par la suite. Il y a eu certainement quelques problèmes de communication et d'autres types de problèmes. Et j'espère qu'avec cette audience du lundi entre le président de la République et les juges de la Cour, que nous allons pouvoir avancer. Et que M. Hassan Bouba répondra le plus tôt possible à la justice pour que la Cour pénale puisse continuer à faire son travail et que sa crédibilité, c'est important, soit sauvegardée. Voilà ce que je voulais dire pour le cas Hassan Bouba et j'espère qu'on ne reviendra pas par la suite pour les questions. Alors, dans le mandat aussi, il y a d'autres questions importantes liées par exemple à la question genre, protection des femmes, c'est important, promotion des femmes, protection également de l'enfance. Toutes ces questions sont bien prises en compte dans le mandat. Et parmi les nouvelles activités introduites dans le mandat figure aussi le soutien aux autorités centrafricaines à l'application et au suivi du cessez-le-feu.
cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le président Touadéra depuis le 15 octobre dernier. Nous nous félicitons de cette initiative qui est extrêmement importante. Nous savons aussi que sur le terrain, le cessez-le-feu est violé. Il n'est pas pleinement respecté. Violé au quotidien par les groupes armés, par les rebelles. Il faut qu'on réfléchisse sur des sanctions à infliger à ceux qui violent le cessez-le-feu. Qu'on puisse les identifier et les sanctionner. Nous allons continuer à travailler pour le respect intégral du cessez-le-feu sur le terrain. Le Conseil nous demande, comme je l'ai dit, aussi d'appuyer le dialogue républicain. Comme je l'ai dit, c'est une belle initiative du président que nous soutenons. Mais le dialogue républicain, pour qu'il réussisse, il doit être inclusif. Nous allons travailler pour que ceux qui ont quitté la table du dialogue reviennent au dialogue. Le président nous a demandé de contribuer à cela. Et nous allons prendre des initiatives pour discuter avec l'opposition démocratique et républicaine pour aider à son retour au dialogue républicain. Je prendrai personnellement des initiatives à cet effet. Je les recevrai à la demande du président Touadéra pour échanger avec eux, comprendre et connaître leurs préoccupations et sur la base du mandat de bons offices que le Conseil de sécurité m'a donné, travailler avec le président, avec le gouvernement pour trouver un terrain d'entente, pour pacifier les jeux politiques dans le pays. Ce pays a besoin de sérénité, de stabilité, de calme. Que les filles et les fils de ce pays se parlent. Ils sont tous centrafricains. Ils ont quelque chose qui leur appartient. C'est le pays. C'est le pays. C'est important. Si le pays n'existe plus, mais il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de président de la République, il n'y a plus de députés. N'est-ce pas? Il faut que le pays d'abord existe, qu'il soit stabilisé, que les fils et les filles du pays se parlent, qu'ils ne se considèrent pas comme des ennemis, mais comme des adversaires politiques, mais pas des ennemis politiques. C'est important que le pouvoir et l'opposition discutent. L'opposition est là pour s'opposer, le pouvoir est là pour gouverner. Ça, c'est la logique normale des choses. Ceux qui sont au pouvoir veulent rester au pouvoir, conserver le pouvoir. C'est normal. Mais ceux qui sont dans l'opposition aussi veulent aller au pouvoir. C'est la vocation de toute opposition que de conquérir le pouvoir. N'est-ce pas? Mais donc, il faut qu'il y ait ce dialogue. Parce que c'est l'opposition d'aujourd'hui qui devient le pouvoir de demain. C'est le pouvoir d'aujourd'hui qui va devenir l'opposition de demain. Ce que je vous dis, c'est tellement élémentaire. Tellement élémentaire. Donc, il faut qu'ils se parlent. Et nous allons contribuer à ce dialogue sur la base du respect des règles de la République, sur la base du respect de la Constitution de la République, tout en respectant aussi la souveraineté de la Centrafrique. C'est important. Et j'ai pris l'engagement de contribuer en tant que Nations Unies, en concertation avec tous les autres partenaires de la République centrafricaine, à construire ce dialogue républicain. Je voudrais aussi parler rapidement de ce que la MINUSCA aussi
dans le cadre de son mandat aussi, a fait pour aider à la restauration de l'autorité de l'État. Tous les efforts combinés que nous avons faits, auxquels nous avons consenti ces derniers temps. L'appui de la MINUSCA lors du mandat précédent a porté également sur la création ou l'amélioration des conditions de travail des représentants de l'État, avec le financement de 47 projets de construction ou de réhabilitation des sièges des préfectures, de sous-préfectures, de mairies, mais aussi des tribunaux, des prisons, des commissariats, des brigades, à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA. Les investissements que nous avons faits pour réhabiliter tous ces locaux, parce que vous le savez, avec le conflit, il y a beaucoup de bâtiments administratifs qui ont été détruits par les groupes rebelles, des préfectures qui ont été brûlées, des mairies brûlées, des tribunaux saccagés, des commissariats et des brigades saccagées, brûlées, pour contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, pour que les préfets puissent aller regagner leur poste, mais il faut qu'il y ait au moins un local où ils peuvent être, pour que les policiers et les gendarmes puissent aller travailler à l'intérieur du pays, mais il faut au moins qu'ils aient un siège, une gendarmerie, une police, et nous avons investi plus de 800 millions durant le mandat passé de francs CFA. Nous avons développé 34 projets d'appui aux municipalités pour un montant de plus de 600 millions de francs CFA. Et la mise en œuvre des tâches relatives à la restauration de l'autorité de l'État et à la réforme du secteur de la sécurité s'est notamment traduite aussi par l'appui au recrutement et à la formation de 986 nouveaux membres des forces de sécurité intérieure. 986, dont 133 femmes pour la police et 492, dont 132 femmes pour la gendarmerie. Désormais, la RCA dispose d'un effectif de 6530 forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie. 6530. Formés et déployés grâce au soutien de la police, de la MINUSCA, en coordination avec le gouvernement et d'autres partenaires. Nous avons aussi soutenu le programme national de DDR au plan stratégique, opérationnel, logistique et sécuritaire. À cela aussi s'ajoutent nos appuis budgétaires directs à la conduite des opérations avec des fonds américains qui sont logés à la MINUSCA, avec la réinsertion des démobilisés sur fonds propres des Nations Unies. Je vous donne un exemple. Seulement entre novembre 2020 et novembre 2021, ces appuis budgétaires des États-Unis et des Nations Unies ont atteint 275 millions de francs CFA. De même, la MINUSCA, en collaboration avec les autorités nationales, avec la société civile et avec les communautés, a mis en œuvre le programme de réduction de la violence communautaire. Un programme qui a touché plus de 3672 bénéficiaires, dont 1529 femmes, de juin 2020 à juin 2021. Et ces programmes se déroulent à Bangui, ici, à Boar, à Bria, à Kagabandarou, à Bangassou et à Bossangwa. Pour 2021-2022, ce programme destiné aux personnes non éligibles au DDR, parce qu'il n'y a pas toutes les personnes qui sont éligibles au DDR, il y a d'autres qui sont éligibles au CVR, va couvrir les 6 localités que sont Birao, Ndélé, plus les localités que j'ai citées, avec un financement de plus de 450 millions de francs CFA. Le soutien de la MINUSCA a notamment porté dans le domaine des infrastructures, dans les investissements directs également. Et ces soutiens ont permis aux autorités nationales de renforcer leur réponse à la pandémie de la COVID-19 avec la réhabilitation, c'est important, de 2 étages de l'hôpital universitaire et de l'ex-centre d'isolement d'Ebola à Bangui pour l'accueil et le traitement des patients atteints du virus. Ces fonds ont également permis, entre autres, de soutenir la SODECA. La SODECA dans l'installation de plusieurs pompes à eau dans différentes zones
de Bangui. Et ces programmes ont permis également de soutenir NRK avec des générateurs, de construire les bureaux de la Cour constitutionnelle et de l'autorité nationale des élections, l'ANE, de rénover les studios de la radio Centrafrique et de réparer la route entre l'avenue Boganda et Castor, ainsi que le rond-point des Nations Unies. Tout cela, c'est la MINUSCA. Le coût des travaux de ces deux routes est estimé à 184 912 000 francs CFA. Et nous allons poursuivre ces appuis, parce que nous savons que notre action a un impact sur les routes. Nous avons beaucoup de véhicules qui roulent, beaucoup de camions, qui contribuent aussi à la détérioration des routes. Donc nous avons l'obligation de contribuer à réfectionner ces routes. Nous avons aussi, notre action a un impact parfois négatif sur l'environnement, parce que nous émettons beaucoup de déchets, n'est-ce pas? Beaucoup de déchets, des déchets médicaux aussi, des déchets solides, parce que nous avons des hôpitaux et nous avons une structure qui s'occupe de l'environnement et de la protection de la nature. Et nous investissons beaucoup dans la protection de l'environnement, dans la protection de la nature, en aidant la décharge de Colongo, d'autres décharges, le traitement des déchets médicaux, des déchets solides, également l'utilisation de l'énergie renouvelable. On ne communique pas très souvent sur tout cela. Et je comprends que les gens ne comprennent pas aussi toujours ce que nous faisons. Et j'ai demandé à la direction de la communication stratégique de mieux communiquer sur cela. Nous avions négocié avec la radio centrafricaine, avec la télévision centrafricaine, pour avoir tous les mardis, de 20h30 à 21h, une tranche horaire MINUSCA qui nous permettait de parler, de montrer ce que nous faisons. Et je souhaite que cette tranche horaire va être reprogrammée. Et j'invite le ministre de la Communication aussi à créer les conditions pour que cette tranche horaire reprenne. Parce que nous avons eu des feedbacks très positifs de la part de la population qui suivait un peu. Mais nous avons d'autres moyens de communication à travers les réseaux sociaux. Nous avons une chaîne YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, etc. Vous connaissez un peu. Moi, je fais beaucoup de tweets, hein, tous les jours. Hein. Certainement que vous me suivez. Hein. Tous les jours, j'envoie au moins 3, 4, 5 tweets sur des activités, sur mes activités. Et ça permet aussi aux populations, à ceux qui nous suivent, de savoir ce que également nous faisons. Nous avons notre tweet aussi. Le compte tweet. Donc, le compte Twitter, la MINUSCA aussi, qui vous permet de savoir ce que nous faisons. Et l'adoption de ce nouveau mandat, chers amis de la presse, intervient aussi dans un contexte de défis et d'opportunités majeures pour le processus de paix. Il y a eu l'initiative de Luanda avec l'Angola, qui préside, comme vous le savez, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je voudrais, au nom des Nations Unies aussi, féliciter l'Angola et le Rwanda pour le rôle extrêmement important qu'ils jouent pour faire avancer le processus de paix en République centrafricaine. J'ai été à Luanda le 6 octobre dernier pour rencontrer le président de la République d'Angola, le président Lourenço, également pour échanger avec lui sur les initiatives de l'Angola à la suite du sommet du 16 septembre qui s'est tenu à Luanda et qui a adopté la feuille de route. C'est extrêmement important. Cette feuille de route qui a conduit au cessez-le-feu. Il y a des initiatives qui sont en train d'être prises pour travailler pour le cantonnement des troupes, pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement des combattants étrangers. Et cette feuille de route adoptée constitue un accélérateur pour la mise en œuvre de l'APPR. Nous attendons dans les prochaines semaines une mission conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'Angola et du Rwanda,
en Centrafrique, pour travailler avec le gouvernement et les partenaires pour voir comment avancer dans la mise en œuvre de la feuille de route. Donc aujourd'hui, l'espoir, c'est cette feuille de route. Des négociations sont en cours entre les responsables de la conférence internationale de la région des Grands Lacs et certains leaders de groupes armés, comme vous le savez. Nous avons toujours été pour le dialogue, pour les échanges, pour aller vers la paix. Tous les conflits au monde se terminent autour de la table de négociation. Vous avez vu ce qui s'est passé en Colombie, de ce qui se passe ailleurs où les gens sont appelés à discuter, à trouver des solutions. C'est important d'encourager toutes les initiatives de paix en République centrafricaine. Le peuple centrafricain, dans sa diversité, ainsi que les partenaires internationaux, nourrissent tous l'espoir de voir le pays pleinement pacifié et d'assister à des élections locales crédibles et participatives. Les premières, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1988, pour consolider le processus de démocratisation à la base, renforcer l'état de droit et rendre plus effective la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. La MINUSCA maintiendra aussi son appui aux autorités centrafricaines dans la création des conditions propices à la mise en œuvre de l'accord de paix par le biais de la feuille de route. Les personnels civils et en uniforme de la MINUSCA continueront de travailler avec dévouement, avec professionnalisme, avec impartialité et dans le strict respect des valeurs et principes des Nations Unies. Nous continuerons à engager les citoyens de la République centrafricaine, les partis au conflit, les acteurs régionaux et d'autres acteurs internationaux et les partenaires sur le terrain en vue de consolider les relations de confiance afin d'exécuter pleinement notre mandat. Les groupes armés sont aussi enjoints d'adhérer au DDR, de mettre fin à toutes les formes de violence contre les populations civiles, contre les forces de défense et de sécurité centrafricaines, contre les casques bleus. Ils sont enjoints de s'abstenir d'empêcher l'action des humanitaires. Ils sont enjoints, ces groupes armés, d'observer le cessez-le-feu et de mettre pleinement en œuvre la PPR comme ils s'étaient engagés, de régler leurs différends par des voies pacifiques, notamment au moins des mécanismes de suivi et de règlement des différends qui sont prévus par l'accord de paix. À cet effet, je condamne fermement les récentes attaques des 3R et de l'UPC contre les populations civiles dans certaines localités et je les appelle à y mettre fin immédiatement. J'appelle également l'UPC à revenir dans l'accord de paix. Seule voie pour une paix définitive en RCA. Concernant les partenaires, la résolution 2605 du 12 novembre 2021 demande aux États voisins, aux organisations régionales et à tous les partenaires internationaux d'apporter leur appui au processus de paix, y compris la mise en œuvre de l'accord de paix par le biais de la feuille de route, de manière cohérente, de manière coordonnée avec les bons offices de la MINUSCA. Et je voudrais, en terminant, aussi inviter tous les acteurs qui s'y adonnent à mettre fin à toute cette campagne de haine et d'incitation à la violence, à travers les réseaux sociaux notamment, y compris même à travers les médias traditionnels, et de mettre fin à toutes ces menaces contre le personnel des Nations Unies, qui est là pour aider le peuple centrafricain, de mettre fin à toutes ces menaces contre les partenaires de la République centrafricaine. La République centrafricaine a besoin de tous ses partenaires, sans exclusive. Ces campagnes de haine, ces campagnes de menaces, surtout contre les Nations Unies, contre le leadership de la MINUSCA, ça ne sert à rien.
Parce que nous sommes déterminés à mettre en œuvre le mandat que le Conseil nous a confié. Ça ne nous ébranle pas, ces menaces, ces injures au quotidien à travers les médias sociaux. Si les gens pensent que ça peut nous décourager, ils se trompent lourdement. Si ce sont des campagnes de haine, d'incitation à la violence qui devaient nous décourager, nous n'accepterions pas cette mission que le secrétaire général nous a confiée, parce que nous savons que c'est une mission à haut risque, mais nous l'avons acceptée. Et nous allons continuer à exécuter notre mandat sereinement, calmement, en coopération avec les autorités centrafricaines, dans le respect de la souveraineté de la République centrafricaine et en coordination avec tous les partenaires de la RCA qui travaillent au quotidien pour aider ce pays et ce peuple à retrouver la paix, la stabilité et à s'inscrire sur la voie du développement. Chers amis, voilà les grandes lignes de ma communication pour ce point de presse auquel la direction de la communication et le porte-parole m'ont invité. Voilà, chers amis, encore une fois, je voudrais vous remercier de votre participation à ce point de presse et encore une fois vous dire notre disponibilité. Vous avez le porte-parole que vous rencontrez régulièrement, vous avez le directeur de la communication et nous restons à votre entière disposition pour toute information ou toute demande de clarification concernant les activités de la mission. Merci et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt, mesdames, messieurs les journalistes, ainsi qu'aux auditrices et auditeurs de IRS.